Salut, c'est Romain, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Balédier qui est le responsable de la société Doc Avenue. Cette société, c'est un 3PL, donc un partenaire spécialisé dans la logistique et le stockage de nos produits que l'on va vendre sur Amazon. Le but est de lui poser tout un tas de questions autour de ce métier qui est le 3PL et te montrer un peu comment tu peux développer ton business sur Amazon mais également en dehors. On passe sur mon écran et on rejoint Nicolas tout de suite après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut Nicolas. Ouais, salut Romain. Bah écoute, merci de venir sur la chaîne pour nous partager ton expérience et nous partager un petit peu des informations autour du monde du e-commerce d'une manière générale et d'Amazon. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Donc Nicolas Balédier, donc j'ai cofondé deux sociétés. Une première société qui s'appelle Stimuleo, qui édite un logiciel en mode SaaS pour les e-commerçants, pour permettre de créer son catalogue avec les attributs et donc publier dans les places de marché, on va dire, les bonnes fiches produits avec tous les éléments qui permettent une bonne indexation. Mais cet logiciel, c'est aussi un ERP e-commerce, donc qui permet de gérer l'entrepôt, les préparations de commandes, la génération des tickets de transport, enfin, on va dire tout aussi le back-office pour un e-commerçant qui veut gérer ses commandes lui-même et expédier lui-même. Donc ça, c'est la première boîte. Et une deuxième boîte qu'on a créée qui s'appelle Doc Avenue, on va dire où il y a plusieurs métiers. Il y a trois métiers dans Doc Avenue. Un premier métier qui est vendeur marketplace. Donc à l'origine, Doc Avenue est un vendeur sur les places de marché. Amazon, Cdiscount, La Redoute, Mano et d'autres, de produits textiles de la maison. Et Doc Avenue a créé deux autres métiers, en fait, à partir de son expertise et de sa plateforme logistique. Un métier de prep center e-commerce, vraiment spécialisé e-commerce. Donc, en fait, on prépare pour le compte de clients, que ce soit des marques, des vendeurs marketplace, des vendeurs Amazon, des e-commerçants. En fait, ils nous confient leur préparation de commandes, donc leur stockage, leur préparation de commandes et l'expédition de leurs commandes. Donc, métier prep center e-commerce, mais vraiment avec un focus marketplace, que c'est notre ADN de base. Et un autre métier qu'on a créé il y a un peu moins longtemps, suite au Covid, en fait, on a créé un métier de 3PL. En fait, un 3PL, c'est une structure logistique en fait qui va servir pour réceptionner de la marchandise et après approvisionner les marketplaces qui proposent de l'expédier c'est-à-dire du FBA donc chez Amazon, mais de l'expédier par Cdiscount, du ZFM chez Zalando, du Mano, etc. Donc en fait, c'est une structure tampon qui réceptionne de la marchandise, qui va les stocker et qui va après approvisionner en fonction des desiderata du client des plus petits stocks pour alimenter les différentes plateformes de vente. D'accord. Donc, voilà, il y a plusieurs métiers. Tu as Doc Avenue et Stimuleo. Donc, Doc Avenue, pour ceux qui, voilà, pour bien réexpliquer, pour aussi apporter quelques informations complémentaires. Moi, je travaille avec Doc Avenue depuis maintenant quelques mois. Et du coup, c'est ce que tu disais, Nicolas, c'est un peu l'objectif dans ce partenariat, entre guillemets, c'est de déléguer toute la partie réception de marchandises, stockage et ensuite envoie dans les entrepôts Amazon. Le but, en fait, l'objectif d'un 3PL, pour faire simple, c'est vraiment d'automatiser le business. Je donne un exemple concret. Par exemple, pendant le mois d'août, moi j'étais en vacances, j'ai reçu des produits chez Doc Avenue et tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté sur mon ordi, j'ai créé ma petite expédition Amazon et les équipes de Nicolas ont directement envoyé ce que j'avais demandé, donc le nombre de pièces que j'avais demandé, ils ont préparé et ça a été envoyé ensuite à Amazon. Donc le but en fait du métier de Nicolas, c'est de bien évidemment stocker les marchandises parce que au départ, on peut stocker quelques cartons à la maison au début pour se lancer et tout. Mais voilà, après, quand ça commence à prendre de l'ampleur, on n'a plus de place. Donc le stockage et ensuite l'envoi. Et du coup, Nicolas, sur ce truc-là, est-ce que, du coup, avec tes mots à toi plus, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne en fait concrètement, toutes les étapes quand quelqu'un passe une commande de produits, donc les produits sont en Chine, jusqu'à ce qu'ils soient Amazon, comment ça fonctionne donc chez toi dans tes entrepôts? D'accord. Alors, première chose, la première étape, c'est on crée un contrat, on va dire, on donne les tarifs, et on crée un contrat avec le vendeur qui est signé en signature électronique, c'est quelque chose d'assez simple, ce qui permet de bien encadrer la relation. Après, on va dire que le vendeur marketplace, par exemple, si on prend cet exemple, passe sa commande d'approvisionnement, nous met comme adresse de destination, nous prévient qu'on va recevoir X master carton, X palette, etc. Nous fournit en général la packing list donc qui a été voilà, des produits qui ont été commandés.
À partir de ce moment-là, nous, on va réceptionner donc le transporteur. C'est qu'en général, on va dire que ça part de Chine, alors soit en avion, soit en train, soit en camion, soit surtout en bateau. Et après, il y a un transporteur final qui amène jusqu'à notre plateforme logistique. Donc là, ça veut dire que le transporteur va prendre contact avec nous. On définit qu'on est là pour réceptionner la marchandise. On réceptionne la marchandise. Ça veut dire qu'on va la reconnaître. On va donc voir si ça correspond à la packing list qui nous a été fournie. Voir s'il y a des soucis sur des master cartons, du coup, identifier, faire des photos, des vidéos, fournir aux clients et puis demander ce qu'on fait. Est-ce qu'on ouvre le master carton pour vérifier si les articles intérieurs sont abîmés ou pas. Enfin, bon, là, je prends le scénario catastrophe, mais en général, il n'y a aucun problème. À partir de là, on a la marchandise chez nous. Et la logique, en général, c'est que le vendeur, après, il veut approvisionner notamment son stock Amazon. Et donc, ça veut dire que s'il est, par exemple, en private label, il aura commandé, prenons l'exemple de 1000 articles sur un produit. Il y a 1000 pièces qui vont arriver chez nous et il va dire, tiens, il faudrait que j'en mette 200 chez Amazon. Et donc, nous, il va nous dire, voilà, il faut expédier tant de master carton à Amazon. Il fait sa demande d'approvisionnement sur Amazon et nous, notre objectif, c'est qu'on ait le bras armé, le bras opérationnel du client et lui aussi de trouver les meilleures solutions financières. C'est-à-dire que souvent pour le transport, le moins cher, si on expédie en master carton notamment, c'est de passer par Amazon. Donc le client achète son transport sur Amazon, notamment en UPS par exemple. Vous envoyez les étiquettes. Nous, on va sélectionner les cartons qu'il a demandé, coller les étiquettes et réceptionner donc on va dire le transporteur d'UPS qui vient tous les jours chez nous. Fournir les cartons qui vont après être dispatchés sur la plateforme de Senlis, sur la plateforme de Metz ou n'importe où en fonction de ce qui a été demandé en France ou en Europe. Donc voilà comment ça marche. Donc c'est vraiment une liaison avec l'e-commerçant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vendeur, nous on est son bras armé. C'est lui qui décide exactement ce qu'il veut faire, à quel moment il veut le faire. Et voilà. Et nous, entre guillemets, à partir du moment où il nous dit tiens, il faut préparer je sais pas, tel carton, on peut envoyer chez Amazon qui nous envoie les étiquettes. En général, le lendemain, au plus tard 48 heures après, les produits sont partis et après, ça arrive très vite chez Amazon. Alors, en fonction des moments de l'année, des fois, il peut y avoir un petit peu d'embouteillage au niveau des entrepôts Amazon pour que ça rentre en stock réellement. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'amener à la fois du service, de la souplesse pour que le vendeur marketplace puisse vraiment piloter son stock et on verra l'intérêt, je pense qu'on parlera de l'IPI, etc. Pourquoi, entre guillemets, pas coller tout le stock chez Amazon et puis plus rien faire. Nous, on est là pour lui permettre de préserver son IP, d'être flexible, d'avoir la possibilité aussi d'assurer des commandes ou d'alimenter plusieurs plateformes qui font de l'expédition pour lui. Imaginons qu'il soit sur Amazon, Cdiscount et Zalando. Entre guillemets, il a un stock tampon chez nous et après, en fonction de ses souhaits, on va approvisionner les plateformes qu'il souhaite. Et en plus, on peut préparer des commandes pour lui. Imaginons qu'il fasse de l'eBay, qu'il ait un site, qu'il décide de vendre sur tel ou tel marketplace. Il peut décider ou avoir la nécessité d'expédier des commandes, qu'elles soient B2C ou B2B. Et à ce moment-là, on peut lui offrir en parallèle un service de prep center en complément du métier de 3PL. D'accord. Justement, on en reparlera un petit peu après. Donc, c'est bien d'amener cette petite introduction pour nous vendeurs Amazon, parce que pour l'instant, on est principalement spécialisé sur Amazon, mais l'objectif après, c'est de pouvoir étendre le business et on va voir comment vous pouvez aussi répondre à ces solutions. Mais autour du business Amazon, et nous en tant que vendeurs, selon toi, pourquoi c'est intéressant et après important, parce que on va le voir, c'est quand même important, de prendre en fait de prendre un 3PL, de gérer son business avec un 3PL. Alors, première raison, c'est quand déjà votre conjoint, votre femme ou votre mari menace de divorce. J'ai eu le cas. Alors, menace de divorce, le long est embouteillé, ou votre garage est plein, ou la buanderie, enfin. Bon, déjà, ma chambre, j'étais... Voilà, nous, on a pas mal de vendeurs à qui sert. Enfin, voilà, il peut y avoir des tensions au bout d'un moment, parce que c'est bien gentil d'avoir des cartons, mais au bout d'un moment, ça peut poser problème. Et quand on est dans un T3 à Boulogne, voilà, c'est pas pratique de gérer ça. Donc, première raison. Après, il y a plusieurs raisons vraiment objectives et qui montrent que passer par un 3PL peut être important dès le démarrage. Je dirais même presque plus dès le démarrage, parce qu'au démarrage, en fait, un vendeur marketplace, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il va être en private label assez souvent. Et son fournisseur, on va dire chinois, je caricature, mais le fournisseur chinois lui demande un mock de 1000 pièces ou 2000 pièces pour brander le produit à sa marque. En général, il approvisionne très bien, il amène chez Amazon FBA, donc le vendeur
on va dire, néophyte est très content, il y a ces produits, sauf que, imaginons qu'il fasse 100 ventes par mois. Peut-être que le vendeur, il est super content. 100 ventes par mois, il dit, c'est bon, ça démarre, je suis ravi. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon a un critère d'évaluation qui s'appelle l'IPI, qui va évaluer votre capacité à être organisé en tant qu'e-commerçant, et notamment qui va évaluer, un des critères, c'est votre stock et la rotation de votre stock. Donc, dans les facteurs, il y a ce qu'ils appellent le taux de vente, c'est-à-dire le nombre de produits vendus par rapport au nombre de produits stockés. Et pour Amazon, vous ne devez pas avoir, pour un article, plus de 3 mois de stock chez eux. Donc, ça veut dire que, si on reprend l'exemple où le client a commandé par 1000 pièces et il en vend 100 par mois, eh ben, pour Amazon, il faudrait qu'il ait maximum 300 pièces, voire même, il préfère entre 1 et 2 mois de vente. Donc, s'il est sur un rythme de vente à 100 pièces par mois, il faudrait qu'il ait entre 100 et 200 pièces chez Amazon. Donc, le vendeur qui débute, il colle ses 1000 pièces, il est tout content, mais il ne se rend pas compte que d'entrée de jeu, Amazon est en train de dire, punaise, c'est qui ce guignol, il nous embouse notre stock, ça ne tourne pas assez. Et donc, derrière, ça peut enclencher des difficultés pour l'ensemble du compte vendeur, pas que sur ce produit-là, et même être obligé soit de retirer de la marchandise. Amazon nous dit, il faut que vous retirez de la marchandise, voire vous interdisent de vendre tel ou tel produit. Donc, la gestion en fait de son stock, elle est vitale. Alors, après, que ce soit par un 3PL ou chez soi, si on a un garage, etc. Mais en fait, le conseil déjà premier, c'est d'approvisionner peu de pièces, surtout quand on démarre sur un produit, de regarder les ventes et de réapprovisionner régulièrement. Parce que, en fait, si vous êtes toujours dans les clous sur Amazon, on va dire sur 1 mois, 1 à 2 mois de stock, Amazon va se dire, c'est bon, il gère bien ses stocks, c'est un vendeur professionnel, et donc vous aurez plein de possibilités par la suite de vous développer. Si vous partez avec un handicap et d'entrée de jeu, il vous note mal, vous aurez pas mal de problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette IPI, il y a plein d'autres facteurs, comme les offres qui n'ont... C'est-à-dire que quand vous avez un produit et que l'offre n'est pas active, c'est un problème pour Amazon, c'est-à-dire que le produit ne se vend pas. Le pourcentage d'excédent de stock, donc il calcule un pourcentage d'excédent de stock en fonction de ce rythme des ventes. Il calcule aussi si vous avez des ruptures de stock, il calcule les ventes manquées sur une période de 30 jours et ça pénalise et ça intègre ce facteur d'IPI en fait. Et cet IPI, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est pour l'ensemble du compte vendeur. C'est pas qu'un produit. Donc à un moment donné, partir dans on va dire du mauvais pied et commencer à être mal noté, c'est un handicap qu'on traîne et qui peut vraiment complètement pénaliser les possibilités d'un marketplace de se développer sur Amazon. Donc déjà, c'est un point hyper important à prendre en compte. Donc de passer par un 3PL permet de dire j'ai un stock tampon, ils vont m'approvisionner à coût réduit, parce qu'ils ont des prix canons Amazon UPS en master carton. Pour quelques euros, vous envoyez des master cartons. Donc en fait, l'impact du coût n'est pas si dramatique que ça. Les coûts de stockage ne sont pas élevés, on en reparlera par la suite. Mais par contre, ça vous permet d'être à la fois réactif en tant que client. Vous dites à votre 3PL, hop, il expédie en 24-48 heures les cartons. Très vite, ça alimente votre stock. Et surtout, vous donnez vraiment un critère d'évaluation d'Amazon. Vous le maintenez à un bon niveau de qualité, ce qui vous permettra par la suite d'avoir plein de possibilités de stockage chez Amazon, d'ouverture d'autres produits, etc. C'est bien résumé. En fait, c'est ce que je dis souvent à mes propres clients ou aux personnes avec qui je discute, c'est que les entrepôts Amazon, moi perso, en fait, je les considère pas comme une zone de stockage, c'est plus une zone de passage, en fait, entre moi et le client. Donc en gros, mais l'objectif, tu l'as très bien dit, c'est que les produits soient juste en mode passage, qui restent quelques jours et qui repartent aussi vite. Parce que comme tu l'as dit, plus les produits restent dans les entrepôts, moins c'est bon pour Amazon, parce que vous prenez la place, en fait d'autres vendeurs qui potentiellement pourraient apporter des produits, qui pourraient proposer des produits qui se vendent largement mieux que vous. Donc si Amazon voit que le produit marche pas et que vous gardez des stocks, ça va pas aller du tout. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi aussi, au bout d'un moment, j'ai pris la décision de prendre un 3PL pour faire justement des envois réguliers. Et là, par exemple, il y a à peu près 2-3 semaines, j'avais envoyé des produits, je les ai vendus. Et là, hier, il y a de nouveau des produits qui sont partis de chez vous vers Amazon. Et le but, c'est de faire quasiment tous les 15 jours des envois réguliers pour justement faire attention à cette IPI. Donc c'est l'indicateur d'Amazon, parce que plus il est mauvais, dès que vous allez passer sur moins de 500, le compte va être en danger et après ça peut être vraiment problématique. Donc c'est vrai que il faut vraiment le surveiller et qu'il faut pas, comme tu l'as dit, faire n'importe quoi et envoyer 1000 pièces d'un coup. Alors si les 1000 pièces se vendent en 2 semaines, parfait, là on n'a pas de problème, mais bon, c'est rarement le cas tout de suite. Alors c'est pour ça que je disais que c'est notamment important en phase de démarrage,
parce que le client, entre guillemets, il ne sait pas quel rythme, même s'il a fait des hypothèses, il a regardé, il ne sait pas réellement à quel rythme réel il va faire au niveau des ventes. Donc, après, quand vous avez sur un produit un historique de 1 an, vous savez les saisonnalités, vous savez à quel rythme vous vendez le produit, après, vous pouvez ajuster votre stock plus facilement tout en restant dans les clous. En phase de démarrage, c'est un peu la loterie quelque part. Donc, il vaut mieux presque en phase de démarrage, passer par un 3PL. À la limite, après, dans un monde merveilleux, vous pourriez alimenter directement. Mais en plus, il y a un autre aspect qui est, on sort d'une période très très difficile au niveau du transport on va dire, entre la Chine et la France, pour faire simple, partout dans le monde, où les délais de transport, les délais de production en Chine avec la politique de zéro Covid entraînaient des fois des problématiques où il fallait 4 à 6 mois pour produire et approvisionner on va dire, la France en dehors d'aspect de coût. Donc, du coup, le fait d'avoir un stock tampon peut vous permettre aussi d'anticiper des choses quand vous avez les moyens financiers pour financer ce stock-là, anticiper les choses pour se dire à certains moments, en fait, le gros objectif, c'est aussi de ne pas être en rupture de stock, de ne pas rater des ventes et ou avoir du stock au moment où les concurrents n'ont plus de stock. Enfin, bon, donc, c'est tout un tas de problématiques. Et l'intérêt aussi d'un 3PL, c'est que du coup, après, si vous avez plusieurs canaux de vente, si vous n'avez pas qu'Amazon, du coup, c'est vous qui allez orienter votre stock en fonction des ventes et des niveaux de stock que vous avez sur différentes plateformes. Donc ça, c'est un intérêt opérationnel concret. Et du coup, selon toi, à partir de quand ça devient important de prendre un 3PL pour quelqu'un qui se lance? Est-ce qu'il faut mieux le prendre tout de suite, un peu après? Voilà, si tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Ok, alors en fait, ça peut être dès le démarrage. En fait, au démarrage, un vendeur qui notamment a un private label ou qui a un MOC assez important, il est obligé de commander 1000 ou 2000 pièces. Soit il a une capacité de stockage, un garage, son père qui peut stocker des produits et il peut démarrer comme ça et donc pas approvisionner par exemple 1000 pièces d'un coup à Amazon pour faire du FBA. S'il peut gérer comme ça, on va dire qu'il n'est pas forcément obligé de passer par un 3PL au démarrage. S'il n'a pas cette capacité-là, il ne faut surtout pas qu'il livre 1000 pièces d'un coup chez Amazon. Et donc, dans cette situation-là, il doit passer par un 3PL pour, entre guillemets, réceptionner 1000 pièces et après en mettre par exemple 100 ou 200 chez Amazon, regarder le rythme des ventes, analyser les choses. Au bout de 15 jours, peut-être se rendre compte que, je sais pas, il a vendu 100 pièces sur les 200, hop, il fait réapprovisionner 300 pièces, il regarde, etc. Et donc, il pilote vraiment sa gestion de stock, mais vraiment dans une logique de dire je veux montrer à Amazon que je suis un e-commerçant efficace, je reste dans les standards, je veux respecter vraiment leurs critères d'évaluation pour demain, en fait, avoir des possibilités de croissance, pouvoir proposer de nouveaux produits, de nouveaux bundles, d'avoir des capacités de stockage supplémentaires dans les entrepôts Amazon. Bref, je me mets en situation dès le démarrage. Après, dès qu'on grossit, effectivement, ça devient de plus en plus obligatoire, notamment pour plusieurs choses. Lisser un peu les difficultés d'approvisionnement. On sort d'une période où approvisionner de Chine, donc faire fabriquer en Chine, approvisionner jusqu'à la France, ça pouvait prendre 4 à 6 mois. Ça peut revenir. On sait qu'il y a des conflits internationaux, de la tension sur Taïwan, des conflits en Ukraine, etc. Donc, en fait, il peut y avoir aussi une surchauffe au niveau des transporteurs, notamment transporteurs maritimes. Donc, du coup, ça peut être intéressant quand on est plus gros d'anticiper des choses, avoir du stock tampon pour se dire, si à un moment donné, on doit tenir sur notre stock 4 mois ou 6 mois, on peut le faire et on approvisionnera au fur et à mesure les entrepôts Amazon en France ou en Europe. Donc ça, c'est une situation. Et puis après, il y a l'autre situation d'un marchand qui veut se développer. Le fait d'avoir un 3PL peut lui permettre d'orienter des stocks dans différents canaux de vente. Si demain, par exemple, il vend des articles de mode et qu'il vend sur Zalando et qu'il fait de l'expédier par Zalando, ça s'appelle ZFM, etc., où il stocke et il expédie pour le propre compte, du coup, il va pouvoir approvisionner Zalando. Même chose sur Mano qui propose ses services, même chose sur de l'expédier par Cdiscount, même chose sur... je sais pas, Rakuten, qui s'est lancé il y a pas très longtemps. Donc, du coup, ça peut être vraiment en fonction des différentes étapes, ça dépend de la configuration du vendeur. S'il débute, soit il peut le faire en interne et minorer ses coûts et en phase de démarrage, il le fait tout seul. Sinon, il faut qu'il passe par un 3PL. Et puis, dès qu'il grossit, ça permet d'avoir et de la souplesse, de la réactivité. Par exemple, un 3PL comme nous, on est ouvert 52 semaines par an. Il part en vacances, il est à la plage, il se dit « mince, mon stock diminue », il envoie un petit message, il commande ses étiquettes, il envoie un petit mail à notre plateforme logistique et il a s'occuper de rien. Il peut être à Bali, il peut être à Barcelone, il peut être où il veut. Et en fait, il a quand même son bras armé opérationnel qui prend les cartons, étiquette les cartons, réceptionne un UPS, envoie les choses. S'il y a un problème dans le transport, fait le suivi de ce qui se passe pour trouver où est le carton. Bref,
il a un partenaire de confiance qui lui ouvre aussi la possibilité de se dire à un moment donné, je dois partir ou je travaille d'ailleurs ou je ne veux pas avoir à gérer ça pendant un mois, entre guillemets, j'anticipe juste un poil ou je traite un email au milieu de mes vacances et je n'ai pas à être bloqué, à mettre des ventes des fois, il y a des vendeurs qui arrêtent les ventes pendant une période donnée parce que parce qu'ils sont en vacances et c'est dommage. Autant faire du chiffre d'affaires quand vous êtes à la plage, donc mais autant avoir à ce moment-là un partenaire qui est ouvert 52 semaines par an. C'est ce que je disais en début d'interview, c'est pendant mes vacances, je vous ai délégué toute cette partie-là, et c'est ce que je parlais principalement dans ce monde du e-commerce et notamment Amazon. L'objectif, c'est l'automatisation. C'est de ne plus avoir à mettre les mains, entre guillemets, dans le cambouis et de déléguer toute cette partie. Alors, on va parler après de tout ce qui va être un peu tarif, etc. Parce on pense que c'est le prix exorbitant, en fait, pas tant que ça quand on regarde. Et en fait, c'est ça la beauté du truc, c'est que maintenant, de mon côté, vous recevez des produits quand ça arrive, j'ai plus besoin d'être là, et c'est ce que j'avais comme souci aussi avec un de mes clients, c'est que il avait passé une commande en Chine et la livraison tombait pendant ses vacances. Donc il me disait là je suis en problématique parce que je suis pas chez moi, donc je ne peux pas réceptionner mes quantités. Donc il a trouvé une solution. Mais le but, c'est de vraiment plus s'occuper de tout ça, parce que je me revois aussi il y a quelques mois en arrière, à 23h, en train d'étiqueter mes cartons, en train de compter mes produits à l'intérieur. Bref, c'est bien au début, on va dire que c'est grisant parce qu'on lance un business, c'est marrant de le faire, mais voilà, tu touches le produit. Quand tu as 300 pièces, ça passe. Mais là, moi je viens de repasser une commande de 2500 pièces. Bon, au bout d'un moment, 2500 pièces, ça devient compliqué à gérer. Et c'est la même chose, par exemple, on en reparlera juste après. Mais par exemple, si jamais il y a le moindre souci sur vos produits, effectivement, vous me dites, moi j'ai reçu un carton qui était un peu cassé et tout, donc j'ai eu un rapport en me disant, voilà, il y a tant de cartons cassés, il faut demander au fournisseur de renvoyer des packaging pour les transformer. Ça, vous allez vous en occuper. Idem si, par exemple, je dis n'importe quoi, s'il y a un problème d'étiquetage sur le produit ou quoi, pareil, vous avez des étiquettes, vous avez tout le matériel chez vous, vous pouvez sticker les produits, donc bien évidemment c'est un coût, un surplus qu'il faut régler, mais voilà, dans ces situations-là, au lieu de le faire soi-même et de s'occuper de tout ça, on n'a pas le matériel, on n'a pas les imprimantes, on n'a pas ce qu'il faut, c'est une bonne solution aussi, ce genre de partenaire, parce que franchement, on est juste à attendre et vous le faites pour nous, donc c'est plutôt intéressant. Et justement, j'embraye tout de suite sur la question d'après, parce que comment on peut évaluer, alors là on parle vraiment juste au niveau du stockage et peut-être juste de la réception des produits, etc. Comment on peut évaluer, nous, si jamais certains vendeurs veulent prendre vos services pour déléguer cette partie, comment on peut évaluer un peu le coût du stockage? Alors sans donner des chiffres précis parce que je sais que c'est au cas par cas, mais voilà, comment on peut se donner un ordre d'idée? Alors, là, on parle de 3 PL, Ouais. d'accord, de stockage, entre guillemets, de cartons, de palettes, etc., afin d'approvisionner Amazon FBA, etc., les entrepôts Amazon. Donc là, on va dire qu'il y a plusieurs coûts. Première chose, il y a des coûts de réception de marchandises et de reconnaissance des produits. C'est-à-dire qu'on a 3 palettes qui arrivent, il y a un coût à la réception de la palette, et après, un coût de fait de compter les cartons, de comparer au listing, etc. Et après d'entrer en stock. Donc ça, on va dire, c'est pour faire simple, si le client nous approvisionne en palette, ça va être 8 € par palette. Si il approvisionne en master carton, ça va être 1 € le master carton. Master carton, c'est, on va dire, un grand carton dans lequel il y a différents produits dedans. Donc ça, voilà, c'est la première étape. Après, les coûts de stockage. Alors nous, on raisonne au stockage. Alors, quand on est en 3 PL, on va dire par exemple à la palette ou à la demi-palette, si les produits doivent être, on va dire, accessibles parce qu'on va devoir approvisionner régulièrement un stock. C'est-à-dire que les palettes, on est obligé de les laisser au sol. Donc, le coût est un coût à 18 €, un coût de 16 € par mois par palette, parce qu'on doit les laisser au sol. Si par contre, vous avez, 2000 pièces et qu'on a besoin d'avoir qu'une ou deux palettes au sol, les autres, on peut les mettre dans des racks en hauteur. Et donc là, le coût est divisé par 2 si on n'a pas à y accéder régulièrement. S'il faut, dans 2 mois, descendre des palettes pour piquer, là, à ce moment-là, on peut mettre des palettes dans des racks et on est à 8 € par mois. Donc c'est vrai que par rapport à Amazon qui raisonne en mètres cubes, nous, on raisonne en palettes. Donc, en sachant qu'une palette fait 1,40 m de hauteur, 80 par 120, c'est des palettes euros. Voilà. Après, il y a le coût d'expédition à Amazon. Alors, soit on expédie en palette. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que Amazon, c'est hyper normé, c'est une machine de guerre, mais il faut être capable de respecter à la lettre
les normes. C'est-à-dire qu'une palette, c'est du 80 par 120, épale, maximum 1,80 m de hauteur, palette comprise, 500 kg max, des étiquettes sur chaque carton, plus une étiquette sur chaque face de la palette, 3 tours de film étirable, pas d'agrafes métalliques, machin, enfin bon, je ne passe pas de débord de carton, enfin, parce que sinon, votre palette, vous la faites faire par un transporteur qui n'a pas l'habitude, il met quelques débords de carton, il met des trucs, il met un cerclage pas adapté, et votre palette, elle arrive chez Amazon, et elle repart dans l'autre sens aussi vite, et vous êtes bon pour refaire le boulot. Donc, il est hyper important, même si on approvisionne en palette, ça peut sembler simple, de passer par les bons transporteurs et surtout de respecter complètement les normes. Je dirais c'est un peu comme quand vous êtes vendeur sur la marketplace. Il y a plein de normes imposées par Amazon et vous ne pouvez pas vous permettre, ouais, mais c'est à peu près approchant, je ne savais pas trop, machin, ça n'existe pas dans l'univers Amazon. Donc là, il faut connaître vraiment les contraintes, les normes pour bien approvisionner. Nous, la plupart de nos clients font approvisionner, même des clients qui font du gros volume. On a des clients qui ont, par exemple, en permanence chez nous, allez, on va dire entre du style 50 palettes, par exemple, tout le temps, qui tournent tout le temps et on approvisionne régulièrement des stocks à partir de ces palettes-là. On expédie souvent en master carton parce que les tarifs sont UPS négociés par Amazon sont très peu chers et donc du coup ça permet d'approvisionner régulièrement. Imaginons qu'il y ait, je sais pas, 6 master cartons à expédier, c'est 6 fois 2 € pour générer l'étiquette, piquer les cartons, étiqueter les cartons, réceptionner le gars d'UPS et que ça parte. Donc, en fait, si on analyse bien les coûts, pour regarder, hein, bien sûr, je ne dis pas que c'est un coût, hein, mais c'est aussi un service, c'est aussi la fluidité. Et nous, on le fait, je dirais, dans un esprit, on n'a pas vocation à devenir gigantesque, on le fait, mais comme si c'était pour nous, quoi. Donc, je pense que notre équipe, voilà, on est e-commerçant, on est vendeur marketplace. Nous, on ne fait pas de FBA, ou très très peu. On fait du FBM, mais voilà, on connaît bien toute la logistique du commerce et toutes les problématiques. Et on le fait vraiment avec une conscience comme si c'était pour nous. Donc, ça veut dire qu'on est joignable, soit par mail, soit par téléphone. Si à un moment donné, imaginons qu'il y a eu un problème dans l'approvisionnement, dans le transport, et on est capable de faire des photos, des vidéos, de vous demander quelque chose ou de vous conseiller, de vous dire, moi, notre avis, ce serait d'ouvrir les cartons pour qu'on regarde exactement ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, on essaye de le faire comme si c'était nos produits, avec le même sérieux qu'on ferait si on devait le faire pour nous. Et ça, je confirme. Et c'est ce que je disais. Je reviens rapidement sur l'aspect tarification. Au début, avant d'envoyer un mail pour avoir à peu près les tarifs, pour savoir combien ça coûtait, je me faisais une légende en me disant ça va me coûter un bras, je peux pas me le permettre. Ça va me rogner toute ma marge. Enfin bref, on imagine beaucoup de choses quand on ne connaît pas. Et finalement, la bonne surprise, c'est qu'on reçoit les factures à la fin de mois et qu'on se dit, mais en fait, ça va, c'est pas si cher que ça. Parce que, alors, nous, à notre niveau, on fait pas encore beaucoup de transactions. C'est aussi la raison pour laquelle c'est pas trop cher. Mais quand je vois que ça me coûte, alors personnellement, hein, pour ça, moi, je suis hyper transparent. Moi, ça me coûte à peu près une centaine d'euros par mois pour stockage, plus réception des produits, plus envoi Amazon. 150 euros. Je trouve franchement que pour 150 euros, c'est se déléguer une grande partie de problématiques, justement, tu l'as dit, avec les palettes, avec le stickage, parce qu'effectivement, on se dit toujours, ouais, ça peut passer, on fait les trucs un peu à l'arrache, mais avec Amazon, non. Si tu envoies des produits qui te reviennent après, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, quand tu prends un partenaire qui connaît Amazon et qui sait comment il fonctionne, et du coup, tu te délègues de cette partie, pour une centaine d'euros par mois quand on est jeune vendeur, perso, je fais l'investissement directement. Et justement, tu as parlé d'un truc intéressant qu'on me pose aussi souvent comme question. Tu as parlé du FBM. Donc pour rappeler rapidement, le FBM, c'est Fulfillment by Merchant. Donc en gros, c'est pas Amazon qui envoie au client, mais c'est le vendeur ou le prestataire avec qui le vendeur travaille qui va envoyer le produit directement au client. Donc ça passe pas par Amazon. Est-ce que justement ça, tu peux m'en dire un peu plus sur comment vous fonctionnez, quels sont les délais à peu près? Alors, je vais retravailler sur le FBM. Juste avant, j'amène un petit complément là sur le stockage. Ce qu'il faut voir, c'est que le stockage, si vous aviez, imaginons que vous ayez 200 produits chez Amazon, dans les entrepôts Amazon. Si vous en avez envoyé 1000, vous auriez des coûts de stockage et les coûts chez Amazon, qui facturent, et en sachant qu'il y a deux tarifs en fait, de stockage. On va dire il y a la période de janvier et septembre, qui est en gros à 26 € du mètre cube de mémoire, et la période septembre à fin décembre, qui est à 36 € du mètre cube. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le fait d'utiliser un 3PL, entre guillemets, en dehors de la fluidité, de plein de choses qui a de l'intérêt, il y a aussi le coût de stockage. Nous, on va imaginer une palette,
qu'elle fasse 1,40 m par 1,20 m par 80, ça va faire environ 1,25 m3. Et au max, on va la facturer à 16 € si elle est au sol pour le picking. Chez Amazon, le mètre cube, 36 €. Donc 1,25 x 36, on arrive, en gros, on doit arriver à 45 €. Bon, bah, ça veut dire que simplement le fait d'avoir mis moins de stock chez Amazon, vous aurez moins de facturation du stockage Amazon, donc entre guillemets, vos coûts de votre 3PL, sinon vous les aurez les coûts et vous aurez même plus cher en stockant chez Amazon. Donc non seulement respecter les standards pour être bien noté par Amazon, parce que même si Amazon facture relativement cher le stockage, en fait, c'est pas là-dessus qu'ils gagnent de l'argent, ils considèrent que c'est surtout sur les expéditions. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent un stock qui tourne. Ils veulent pas des produits qui prennent la poussière chez eux. Donc, non seulement vous allez diminuer vos coûts en passant avec un 3PL, vous allez amener de la fluidité et vous allez surtout être bien noté par Amazon et bien vu par Amazon. Donc, je dirais que voilà, il y a plusieurs avantages. Alors après, sur le FBM, donc, où en fait, quand vous êtes vendeur sur Amazon, on va dire qu'il y a deux grandes situations, pour faire simple. Soit vous sous-traitez complètement à Amazon, donc en FBA, et c'est Amazon qui va stocker, préparer les commandes et gérer le transport à vos clients finaux. Donc là, c'est du FBA pur. Soit vous avez du FBM, c'est-à-dire que vous allez faire de l'expédié, alors en général, soit par vous, soit par un prep center. Donc entre guillemets, expédié par quelqu'un d'autre qu'Amazon. Donc, soit vous faites du FBM et c'est vous qui allez du coup préparer vos commandes et expédier avec vos solutions de transport au client final. Soit vous passez par un prep center qui en fait va prendre la commande, va expédier. En général, le prep center, il a des contrats de transport qui sont beaucoup plus intéressants, donc des frais de port beaucoup plus faibles que vous en débutant avec un petit volume vous pouvez avoir. Et donc, c'est lui qui va être votre bras armé pour expédier, préparer des commandes. Alors, FBA, FBM, à chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. Le FBA, pour être synthétique, le gros avantage, c'est que, entre guillemets, vous faites plus grand-chose sur le côté opérationnel, en dehors de gérer les approvisionnements en amont, et puis surtout, comment on génère des ventes, etc., au niveau de la marketplace. Et on va dire, Amazon va faire le côté hyper opérationnel. Donc, ça, c'est super intéressant. FBA vous permet d'avoir le label Prime. Donc, ça, super intéressant parce que c'est le vendeur 1 qui achètent en moyenne 14 fois par an, des paniers plus élevés. C'est de la souplesse. Donc c'est super intéressant d'avoir le label Prime, mais en sachant qu'on peut l'avoir en FBM, le label Prime, dans certaines situations. Donc ça, c'est un gros intérêt. Inconvénient derrière, c'est que ça a un coût en dehors des frais. Voilà, il y a des frais de stockage, des frais d'expédition, et on verra dans certaines situations, les frais d'expédition peuvent être très peu chers chez Amazon dans certaines situations. Et très cher. Oui. Donc ça, voilà, c'est la situation. Et le FBM, par contre, voilà, ça permet, le fait d'avoir un prep center ou d'expédier par soi-même, ça peut permettre aussi d'avoir d'autres canaux de vente. Vous créez votre site, vous décidez de vendre sur eBay, vous décidez de vendre, je sais pas, sur du Zalando, sur de back market, enfin tout dépend en fait du produit. Il peut y avoir des canaux de vente, du Cdiscount, etc. En fait, en fonction des produits, il peut y avoir des canaux de vente complémentaires à Amazon qui peuvent être très très intéressants. Si vous vendez des coques de téléphone, les vendre sur la marketplace back market peut être super intéressant. Si vous vendez des produits pour piscine, du chlore, etc., allez sur Mano, sur Leroy Merlin, sur Brico Privé, sur Cdiscount peut être super intéressant. Voilà, en fonction de la typologie des produits, il peut y avoir d'autres canaux de vente complémentaires d'Amazon qui peuvent être intéressants. Ce qu'il faut voir aussi, je pense qu'il y a un point qui est hyper important, c'est que Amazon aux US, c'est monstrueux, c'est 55% de l'e-commerce, donc entre guillemets, voilà, vous ne pouvez pas passer à côté, vous êtes obligé d'être présent sur Amazon. Amazon en France, c'est en gros 25%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 75% de l'e-commerce qui se fait ailleurs. Donc, ça veut dire que Amazon n'est pas le principal canal de vente, si, c'est le principal e-commerçant sur le marché français, mais vous avez d'autres marketplaces, notamment, parce que sur les 15 premières places, en gros, tous les sites sont en marketplace, sauf Wigo là, de la SNCF, enfin bon, sauf exception. Tous les autres sont en modèle marketplace. Donc, du coup, allez sur la marketplace de VP, allez sur la marketplace de Cdiscount, enfin, il y en a plein, La Redoute, de Leroy Merlin, de Mano, peut être complètement intéressant. Donc, du coup, en FBM, ça peut vous permettre aussi de dire, je fais du FBM donc pour traiter certaines offres Amazon, mais aussi je vais pouvoir expédier pour d'autres canaux de vente. Donc, ça, c'est une logique de développement. Autre chose, pourquoi le FBM peut être dans certaines situations hyper intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Amazon, dès qu'il y a plusieurs articles dans la commande, en fait, il raisonne en ce qu'ils appellent les frais d'expédition. Frais d'expédition, entre guillemets, c'est des frais de préparation de commande, d'emballage et de port. Donc, en fait, voilà, il s'occupe de tout ça, il rentre dans un frais d'expédition. Si dans la commande, il y a un seul article, vous allez avoir des frais d'expédition x1.
Si par contre, il y a plusieurs articles qui soient les mêmes ou différents, à ce moment-là, ils vont faire les frais d'expédition fois le nombre d'articles. Et là, vous pouvez être dans une situation, imaginons que vous avez un article qui est relativement léger. Frais d'expédition, n'importe quoi, 3,80 pour un article. Bon, très bien, pas de souci. 3 articles dans la commande, c'est 3,80 fois 3. Donc, on se retrouve là à devoir gérer 11,40 € de frais d'expédition. Et peut-être qu'en fait, le colis, avec 3 articles, il fait par exemple 1 kg. Et bien peut-être qu'avec en FBM, on va raisonner au poids, pas aux frais d'expédition, pas le nombre d'articles. Et donc, du coup, imaginons que ce soit un colis de moins de 1 kg, on va être sur des tarifs qui vont être par exemple de 5 ou 6 euros. Et donc, du coup, si on compare, d'un côté, on est à 5 euros, de l'autre côté, on est à 11,40 €. Et donc, du coup, dans certaines situations, Amazon est très, très cher. C'est quand il y a plusieurs articles dans la commande. Et autre point pour certains vendeurs, Amazon en Europe permet de créer des bundles ou des lots, des packs. Il n'y a pas de souci, c'est faisable. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous faites du FBA, vous êtes obligé de les stocker en tant que lot ou pack constitué. C'est-à-dire sous blister, avec une étiquette FNSKU adaptée au bundle, etc. Ils expédient, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça vous oblige à immobiliser du stock. Alors que si vous êtes avec en FBM et avec un prep center ou vous-même, ça veut dire qu'en fait, l'offre peut être virtuelle. C'est-à-dire que le bundle, imaginons qu'il y ait vous vendiez des brosses à chiens. Vous avez 3 brosses dans un bundle que vous voulez tester sur Amazon. Vous dites qu'il y a la brosse machin avec une poignée, une brosse pour hop, et puis une autre brosse. Bon, très bien. Vous faites un bundle. Vous créez, en fait, c'est 3 produits unitaires qui existent dans votre offre. Vous créez le bundle. Et ben, du coup, vous pouvez gérer les commandes, de tester des offres produits, démultiplier vos fiches sur Amazon, donc avoir plus de fiches avec le même nombre de produits, c'est-à-dire de dire, je vais créer des bundles, je vais créer des packs, est-ce que le pack avec 2 brosses rondes, il intéresse quelqu'un ou je vends le produit unitairement? Est-ce que le bundle avec une brosse ronde, une brosse plate et une brosse de grande taille peut intéresser quelqu'un? Donc, du coup, avec vos différents produits, vous pouvez multiplier les offres, avoir plus de visibilité sur Amazon, pousser aussi à l'augmentation du panier moyen, parce que du coup, vous pouvez avoir quelqu'un qui cherche une brosse pour chien, mais qui voit le bundle, à dire, ouais, là, la brosse, elle vaut, n'importe quoi, 12,99, mais le bundle, il vaut 19,99, mais il y a 3 produits dedans, il est mieux. Donc, pousser les clients à acheter des produits plus chers, et aussi, ça permet de se désynchroniser des autres. C'est-à-dire que la problématique des fiches produits sur Amazon et d'autres marketplaces, c'est les problématiques de rattachement. Imaginons que vous vendiez un produit d'une marque X qui existe, vous êtes plusieurs vendeurs, vous êtes tous rattachés sur la même fiche et ça va être la compétition. Et puis parfois, il y a des problèmes sur la fiche et même si le problème il est logique, c'est-à-dire que par exemple la photo, vous vendez des brosses pour chiens, c'est un rideau. Vous allez dire à Amazon, regardez, il y a un os là, des fois, même avec des fois, vous n'avez pas à faire corriger à Amazon, parce que Amazon, par principe, a toujours raison, donc vous n'avez pas à faire corriger. Du coup, vous pouvez créer éventuellement une offre, un doublon, ou une autre offre avec un autre AN, un autre SKU, ou créer des bundles. Vous pouvez aussi créer des bundles entre une marque, imaginons que vous soyez revendeur des brosses, machin. Si vous rajoutez un autre produit à la brosse, qui est, je ne sais pas, n'importe quoi, une pince antitique, vous créez un bundle, ça devient un bundle. Mais imaginons que la pince antitique, c'est votre propre marque. Le bundle, les autres vont pas pouvoir se rapprocher dessus, même s'ils vendent des pinces antiques. Donc, il y a plein de systèmes qui permettent, du coup, d'être super malin et tester aussi des offres sur Amazon que vous pouvez traiter au début en FBM. Et puis, si vous vous rendez compte que le bundle de la pince antitique avec la brosse marche super bien, rien ne vous empêche à un moment donné de le faire en sachet en tant que bundle et d'en pousser 200 pour le vendre en FBA et de passer d'un statut de FBM à FBA. Donc, du coup, le FBM, il est intéressant dans plusieurs situations. Pour tester des offres, ça peut être super intéressant. Pour se dire, je veux étendre mon catalogue, entre guillemets, présent en ligne, mais sans faire exploser mes coûts de flocage, parce que du coup, je serai obligé et mon besoin financier de stock, je serai obligé d'en sacher des bundles. Je veux pouvoir maîtriser ça. Du coup, le FBM vous permet de faire ça. Et à n'importe quel moment, vous pouvez switcher d'un FBM à FBA si ça a du sens, voire même un produit, par exemple, qui se vend mal. Vous avez un produit qui ne tourne pas assez en FBA, etc. Vous pouvez le passer en FBM, soit de l'expédier après par vous-même, de le récupérer pour se dire, allez, je ne veux pas qu'il pénalise mon compte en tant que vendeur sur la marketplace. Je vais le récupérer. Donc, du coup, j'aurai plus cette IP qui va s'appliquer parce que ça s'applique qu'aux vendeurs qui ont du stock en Amazon FBA. Je vais le gérer en interne et je vais peut-être que, OK, il se vend 10 articles par mois. C'est pas assez pour faire du FBA. Je le mets soit sur mon call center, soit dans mon garage et je vais expédier. Je vais continuer à
à expédier et ça me dérange. Je sais que voilà, ils se vendent peu, je ne veux plus faire d'efforts marketing dessus, mais je vais quand même assurer ces ventes-là. Et par contre, je vais peut-être coller un autre produit qui a plus de potentiel, etc. Donc, la question de FBA et de FBM est vraiment elle peut être hyper complémentaire. Je ne dis pas il ne faut pas faire de FBA. FBA, il a plein d'avantages. Il faut bien le faire avec un 3PL dans plein de situations. Mais du coup, tenir compte aussi des avantages du FBM pour tester des offres, pour gérer des packs, des bundles et éviter que ça vous coûte un bras en frais d'expédition. Et puis après, si un pack ou un bundle, il marche très fort, à ce moment-là, vous le stockez en tant que pack bundle en FBA, il n'y a pas de souci. Mais ça vous permet d'avoir plein de souplesse et de générer des ventes vraiment différentes et complémentaires voilà, on va dire, avec le même catalogue et le même niveau de stock, mais en étant malin dans l'affectation du stock et dans le traitement des commandes en fonction des offres que vous allez pousser, d'orienter soit vers du FBA, soit vers du FBM. Donc ça a plein d'avantages. Ouais, en fait, on parle ici vraiment d'optimisation. C'est le but, c'est voilà, on peut avoir des bonnes idées en tant que e-commerçant en disant tiens, je vais faire ce produit en private label, ça va être mortel, etc., etc. Et finalement, on se rend compte que il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, etc. Donc, c'est la grande force de ça, c'est que on peut optimiser et on peut transformer les stratégies et qu'on n'est jamais bloqué. C'est pour ça que j'ai souvent des gens qui me disent ouais, ça me fait peur Amazon parce que si je me lance et que le produit marche pas, c'est mort. Alors non, il y a toujours des solutions, comme tu l'as dit, si jamais il y a des problématiques ou quoi, si tu as 2 produits ou 3 produits, rien ne t'empêche dans ton produit qui fonctionne, par exemple, d'inclure le produit qui fonctionne plus, de le mettre à l'intérieur, de demander aux équipes de Nicolas éventuellement de le mettre à l'intérieur comme cadeau, et tu peux t'en sortir en entre guillemets dégageant le stock qui fonctionne pas pour faire focus sur celui qui fonctionne, etc., en créant une offre bien précise. Enfin, voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire avec un partenaire 3PL, j'ai envie de dire, etc. Et au-delà de ça, parce que là, on a parlé principalement du stockage, réception des produits, éventuellement du FBM. Est-ce que vous avez aussi d'autres prestations dans votre métier qui pourraient aider des e-commerçants d'une manière plus large? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme service? Alors, je dirais qu'il y a déjà tous les services, on va dire, de création de création de produits. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez besoin d'assembler des produits qui viennent de 2 fournisseurs différents, de les mettre sous sachet, de les étiqueter, etc. Ou voilà, ce type de choses. Ou même la création du produit. Imaginons qu'on a eu le cas, un client, il vendait des pastilles de cire, il fallait les mettre dans des doy packs en sachet étiquetés avec un numéro de lot. Enfin bon. Voilà. Donc, en fonction des situations, en fait, on a des choses qu'on fait en interne. Je dirais création de packs, de bundles, étiquetage, réensachage, réception. On a des clients, par exemple, qui ont un problème sur un produit. Ils étaient en panne européen sur un produit, il y a un souci, il nous faut rapatrier tous les articles chez nous qui vont être réétiquetés ou faire différentes choses pour après éventuellement être retournés partiellement dans un stock. Enfin, bon. Donc, on fait ce type de service. On gère des retours aussi. Alors, c'est important, notamment dès qu'on vend dans d'autres marketplaces, en autre mode que Amazon FBA, et voilà, de pouvoir gérer des retours avec ses clients. Donc, voilà, donc ça veut dire générer l'étiquette de retour, je peux envoyer le lien avec tous les éléments. Donc, le client rentre sur un lien, les informations pour le retour, ça génère son étiquette qui est prépayée, en mondial relais, et il va déposer son produit dans un mondial relais pour que le produit revienne par exemple chez nous pour vérification, pour différentes choses. Donc en fait, il y a différents types de produits, mais ça peut être aussi, on peut avoir d'autres services. Le client, il a besoin d'un flyer, parce qu'il va vouloir mettre, en fait, créer un bundle, mettre une offre dedans, etc. Donc, et en fonction du type de demande, ça va être soit fait complètement en interne, soit fait avec un partenaire qui est plus adapté. Je prends l'exemple des doy packs. Nous, c'est pas notre métier de mettre un doy pack dans une salle propre avec des pesées automatiques, etc. C'est pas notre métier. Par contre, on a un partenaire qui le fait. Et du coup, ce qui est intéressant pour le vendeur, c'est qu'il n'a pas à chercher. Il nous a provisionné des doy packs imprimés au nom de sa marque. Nous, on avait le sous-traitant. Hop, après, ça vient chez nous. Et après, c'est expédié chez Amazon FBA. Donc, ça a amené de la souplesse. Donc, c'est surtout ça. Et surtout, le cœur de métier, c'est quand même l'expédition des commandes. Donc, du coup, pour certains vendeurs qui, à un moment donné, se disent, je suis sur Amazon, mais je veux développer d'autres pieds à mon business, parce que c'est bien d'avoir un pied fort, mais si on a 3 pieds, c'est toujours mieux. Donc,
Bah, justement, je te coupe. C'est par rapport à cette question-là, du coup, tu vas y venir. C'est justement comment un partenaire peut développer son business en dehors d'Amazon, via un site ou via d'autres marketplaces. Donc ça, c'est clairement ce que vous pouvez aussi proposer à ce niveau-là. Ouais, donc à ce niveau-là, donc l'idée c'est de pouvoir traiter les commandes qui viennent de ces différents canaux de vente. Donc nous avec Docamnu, on va dire qu'il y a, pour faire simple, il y a deux systèmes, mais qui est intéressant, c'est qu'on a un système qui est gratuit pour n'importe quel vendeur et qui permet de transférer facilement les commandes. Pour faire simple, en fait, vous avez un format Excel de commande, peu importe comment vous prenez la commande. Est-ce que c'est une commande de votre belle-sœur prise sur Le Bon Coin, parce que vous faites du déstockage de produits, sur une marketplace constituée, du Cdiscount, de différentes choses. Vous pouvez remplir ce format-là. Il y a même une version web, entre guillemets. Vous transmettez les infos de commande. Ça arrive sur un de nos serveurs. Notre outil ramasse le fichier avant 7 h le matin, prépare la commande est préparée dans la matinée, expédie en début d'après-midi, et quand on a clôturé les logiciels de transporteur, ça vous dépose le tracking colis, de telle façon que vous puissiez dire à la marketplace ou à vos clients, voilà le colis expédié. Donc ça, c'est un mode, entre guillemets, manuel et gratuit. Et après, on a un mode payant, automatisé, où on peut avoir en fait de la connexion avec plein de places de marché, des sites. Je vais prendre un exemple, on a un de nos clients, par exemple, au début, il faisait que de l'Amazon en FBA. Et au bout d'un moment, c'est des produits bio. Alors, ses clients recevaient, il a commencé à créer un site. Donc, les clients passaient des commandes sur son site, recevaient un carton Amazon, parce qu'ils étaient expédiés par Amazon. Donc, il y avait une petite dissonance entre le bio et Amazon. C'était pas toujours la même image, entre guillemets. Donc, les clients n'étaient pas vraiment contents. Donc, il a décidé de bosser avec nous. Et en fait, on l'a accompagné non seulement le fait qu'il nous externalise ses préparations de commandes, son stockage. Au jour d'aujourd'hui, il fait déjà du pan-européen, donc il a continué sur le monde Amazon. Il fait du Cdiscount, il fait du Greenwiz, il est en train d'ouvrir Nature et Découverte, et il a créé 4 sites de marque où il fait des ventes. Et donc, en fait, on a les outils qui permettent de centraliser, descendre toutes les commandes de ces canaux de vente-là, d'expédier, lui remonter. Et donc, il a des stocks à jour en temps réel. Il a toutes les informations des commandes. Notre outil, alors là, il est en mode automatisé. Ça peut envoyer un email avec le lien de tracking, la facture de vente. Enfin bon, voilà, d'autres choses. Enfin, l'idée, c'est un peu d'automatiser les choses, un peu comme dans l'univers Amazon, comme vous faites, mais en étant en mode externalisé et pour aller attaquer d'autres canaux de vente. Et ce qu'il faut voir, c'est que les canaux de vente, il y a des choses super intéressantes à faire sur d'autres marketplaces qu'Amazon, notamment en France et en Europe. Mais il y a des places à prendre qui sont potentiellement ouvertes tout de suite et qui ne seront plus demain. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est vendeur sur ManoMano. ManoMano, il y a en gros une grosse année, une année et demie, il fallait 5 produits pour pouvoir ouvrir un compte sur ManoMano. Et à l'époque, ça valait 39 € l'abonnement, etc. Au jour d'aujourd'hui, aux dernières nouvelles, c'est à peu près 80 articles qu'il faut avoir minimum. Et vous n'êtes pas du tout sûr de rentrer. Et l'abonnement, il a 100 € par mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, les marketplaces qui marchent bien, et notamment les marketplaces verticales, en fait, souvent, ils ne fonctionnent pas comme Amazon ou Cdiscount, où entre guillemets, n'importe qui peut devenir vendeur sur Amazon ou sur Cdiscount, avec quelques prérequis de base, mais pour ouvrir un compte. Et après, par contre, vous pouvez vous faire kicker si vous ne respectez pas les standards de qualité d'Amazon, etc., ou de Cdiscount. Mais on va dire que normalement, vous pouvez rentrer. Il y a plein de marketplaces verticales qui, en fait, deviennent de plus en plus restrictives pour sélectionner, en fait, des vendeurs qui ont à la fois des tailles et des offres complémentaires à ce qu'ils ont déjà. Et des fois, donc ça veut dire, des fois, ça peut être des restrictions sur le nombre de produits. ManoMano, voilà, on est passé de 5 à 80, peut-être que ce sera plus demain. Et j'ai même un de nos clients qui a 500 produits différents, haut de gamme, super bien, etc. Il a demandé à rentrer sur ManoMano et il s'est fait refuser. Ils lui ont dit, voilà, ce type de produit dans l'univers du pets, etc., on a déjà des choses, enfin, en gros, on ne veut pas. Alors que franchement, les produits sont top. Ils bossent avec nous en logistique, donc on a toute l'offre qui va bien pour expédier hyper rapidement. Voilà, c'est juste pour dire que du coup, il y a certaines marketplaces qui de plus en plus, entre guillemets, deviennent restrictives. Et donc, des fois, il y a des positions à prendre. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez rentrer sur Leroy Merlin, vous êtes dans l'univers du bricolage, vous pouvez rentrer sur la marketplace Leroy Merlin et faire des super ventes. Mais peut-être que c'est possible tout de suite et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, ça ne sera pas possible, quelle que soit, je dirais, même la qualité de vos produits, etc. Donc, c'est là aussi, dans une logique, une stratégie de développement, ça peut être intéressant de regarder différents canaux de vente. Et puis, ces canaux de vente, ils dépendent vraiment de vos produits. C'est-à-dire que vous faites, je vais être caricatural, mais vous faites du linge de lit. Alors nous, ça nous est arrivé, on a testé à un moment donné. Vous faites du linge de lit, vous allez sur Fnac Darty, vous faites un bid. Parce que Fnac Darty, c'est dans la tête des gens, des produits technologiques ou des produits culturels. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de vendre des housses de couette sur Fnac Darty, même si vous acceptez.
Par contre, si vous faites des housses de couette, etc., allez sur La Redoute, du Galeries Lafayette, du Maison du Monde, etc., il peut avoir un vrai sens. Donc, l'adéquation entre le canal de vente et le positionnement du produit de la marque est hyper importante parce que du coup, vous pouvez même avoir un canal de vente qui peut paraître petit par rapport à Amazon. Bon, Mano, ils font 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, mais il y a peu de temps, ils faisaient quelques centaines de millions d'euros. Ils ont doublé en un an le chiffre d'affaires. Donc, du coup, vous allez avoir des canaux qui sont plus petits en volume, mais s'il y a une bonne adéquation entre le produit que vous présentez et l'image, on va dire, de la marketplace, vous pouvez faire des ventes et que ça peut être intéressant. Donc, c'est là où il y a une vraie réflexion. Tous les canaux de vente ne sont pas hyper intéressants pour tout type de produit. Et c'est là où il faut regarder des canaux de vente complémentaires. Et puis après, il y a votre propre site, mais en sachant que sur son propre site, entre guillemets, l'autre problématique derrière, c'est comment acquérir du trafic. Enfin, c'est pas techniquement. Vous fassiez un Shopify, un WooCommerce, un PrestaShop, on s'en fout. Il y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de frein technique. Mais par contre, il y a un vrai frein qui est comment j'arrive à générer des ventes. Parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est de générer des ventes. Donc, comment j'arrive à amener du trafic? Et là, c'est de plus en plus compliqué avec soit un investissement de Google Ads, des Facebook Ads. Voilà, il y a plein de choses à faire. Par contre, il y a des nouvelles opportunités qui vont challenger un peu les marketplaces. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde dominé par les marketplaces. C'est 60% du commerce mondial, en gros. Donc, bon, c'est dominé. Demain, il y a tout ce qui est social selling, c'est-à-dire que les Instagram, les Facebook, Instagram Shopping, Facebook Shop, etc. Aux US, vous pouvez déjà finaliser l'acte de vente sur le réseau social. Ça va arriver en Europe. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le déploient pas. Et donc là, ça va ouvrir aussi d'autres possibilités de toucher des clients. Il n'y a pas qu'un marketplace qui est effectivement un emplacement numéro 1. Il va avoir pour les marques la possibilité de vendre en direct en fait via leur communauté et pas de faire juste du community management ou d'animation de réseau, mais faire vraiment des ventes sur de l'Instagram Shopping ou du TikTok Shop ou etc. Donc il y a des choses qui vont être assez complémentaires. Mais bon, les marketplaces ont un bel avenir, mais voilà, ça peut être aussi d'autres canaux pour les vendeurs. Ouais, alors, c'est là où ça peut être intéressant, mais là, c'est vraiment sur une vision moyen-long terme, d'accord? C'est pour ça que pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer, qui sont tout jeunes débutants, voilà, ce qu'on parle là, c'est évidemment mettre en place dans un second temps. Une fois que le business Amazon, il est mis en place, qu'on est bien référencé, qu'on fait des ventes régulièrement, à terme, bien sûr, déjà, il faut continuer de développer Amazon, donc que ce soit sur le plan euro ou sur d'autres marketplaces Amazon, US ou ce qu'on veut pour développer le business. Et bien sûr, l'objectif, ça va être à terme ensuite de faire un peu de diversification pour pas rester uniquement dans l'écosystème Amazon via son site internet et les autres marketplaces, comme tu l'as très bien dit. Et c'est là, en fait, où ça peut très, très vite devenir une usine à gaz parce qu'on est présent sur Amazon et puis après, on peut aller sur plein de marketplaces. Mais au bout d'un moment, il y en a partout. Donc, c'est pour ça aussi qu'un prestataire extérieur sous format 3PL ou ce qu'on veut, mais le fait d'avoir un partenaire qui est capable d'être présent sur chacun des réseaux de distribution, site, marketplace ou via même réseaux sociaux, ça centralise et effectivement, ça te permet aussi d'avoir un business qui tourne tout seul. Tu peux développer, mais tout en limitant l'impact sur la logistique parce que finalement, dans n'importe quel business e-commerce ou même business physique, le cœur de la réussite, c'est ce qui va être la logistique et l'organisation de son stock. Donc plus on va bien choisir les partenaires, mieux ce sera pour le développement par la suite. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Et en sachant que l'idée de pouvoir se développer dans d'autres canaux de vente peut être super intéressante. Nous, on a des vendeurs, je ne peux pas dire de nom, etc., mais on a des surprises. Nous, on a un e-commerçant qui vend, par exemple, beaucoup sur l'eBay à l'international. Est-ce qu'on a une image de marque d'eBay un peu vieillissante en France qui est en train d'être actualisée, mais on lui expédie des centaines de produits, on va dire, tous les mois, des produits chers, des produits à, je sais pas, ils n'ont pas les moyens, il doit être plutôt vers 200 €. Et lui, il fait un vrai chiffre d'affaires sur eBay. Et ce qui est intéressant, c'est que, sans dévoiler des choses métaphysiques, en fait, son épouse a eu des soucis de santé, il fallait qu'elle aille vers un climat sec, etc. Il habitait dans une région humide. Il est parti à l'étranger dans un climat sec, mais du coup, avant, il expédiait ses commandes, etc. Il avait son propre site, ses canaux de vente marketplace, etc. Et donc, il nous a complètement externalisé le truc. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il est au sud de l'Espagne, mais si demain il est à Bali, c'est la même chose, en fait. Et lui, maintenant, il se préoccupe de générer des ventes
et de gérer ces réappros, entre guillemets, et les commandes arrivent chez nous, et nous, le côté opérationnel du quotidien, en fait, il s'en est affranchi, mais ce qui lui amène de la liberté pour bouger, etc. Alors qu'avant, c'était lui qui le faisait, mais bon, il a été contraint par des questions voilà, qui peuvent arriver, de son choix de vie aussi, d'aller vers s'affranchir de… Parce que voilà, l'e-commerce, à un moment donné, il faut être bon sur la logistique, parce qu'à un moment donné, un client qui achète, en gros, le produit, il faudrait qu'il l'ait déjà. Donc, c'est vrai qu'il faut expédier très vite et le plus possible. Et deuxième chose, les frais de port. Alors, on ne se rend pas forcément compte quand on est dans le business à Amazon et FBA, c'est que les frais de port ça peut être hyper cher. Donc, le fait d'accéder à un partenaire qui a des frais de port beaucoup plus intéressants que vous, si vous négociez vous-même, parce que voilà, nous, on a expédié, je sais plus, 112 000 commandes en 2 ans, là. Du coup, on fait bénéficier à nos clients des contrats de frais de port qu'on a aujourd'hui. Et on peut proposer, je sais pas, Mondial Relais, on expédie en 3,48 € un colis de 2 kilos. Donc, du coup, si nos clients font leur propre site ou proposent de la livraison en point relais parce qu'ils font des eBay ou d'autres canaux de vente, du coup, on leur fait bénéficier de ces frais de port-là et qu'ils n'auraient jamais tout seuls avec quelques centaines ou milliers de commandes. Donc, du coup, c'est vraiment important aussi de voir aussi ces avantages-là. Ça permet de se développer. Ça n'empêche pas d'avoir un cœur de stratégie Amazon, de bien panacher le FBA et le FBM avec les avantages de chacun. Et il faut pas arrêter le FBA. Mais voilà. Il y a plein de choses à faire. C'est ça le truc qui est cool dans le monde du business en ligne. C'est encore une fois, on n'a pas de business physique. C'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, bien sûr, après, ça se réfléchit. Et c'est pour ça que, tu vois, quand il y a des développements, par exemple, moi, personnellement, là, je suis sur Amazon, mais à terme, je veux ouvrir mon site. Alors, même si, ce sera pas un trafic de malade, mais ça permet au moins d'avoir son petit site, vitrine, et éventuellement commencer à faire quelques ventes en rapatriant des emails qu'on aurait pu capturer sur Amazon. Donc ça peut être une première stratégie. Et le but après, c'est évidemment de tester les autres marketplaces. Donc rien n'empêche d'ouvrir un compte eBay, d'ouvrir un compte sauf par rapport aux restrictions que tu as dit sur certaines marketplaces, mais rien n'empêche d'ouvrir des comptes, de prévenir et de dire, j'ouvre eBay, je veux tester, on met en place une stratégie pendant un mois, on voit comment ça tourne et on prend des décisions après. Donc ça aussi, c'est le fait de pouvoir tester et de prendre peut-être potentiellement des places intéressantes dès le départ. Eh bien, c'est ça, en fait, notre but, c'est de se développer, de développer notre marque, développer notre chiffre. Donc, il faut tester toutes les choses possibles et imaginables. Peut-être, parfois, ça va marcher, parfois, ça va pas marcher, mais au moins, être en relation et avoir un partenaire qui s'y connaît, ça rassure automatiquement. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai voulu déléguer parce que c'est hyper important. Et justement, dernière petite question avant de te laisser. Si jamais on souhaite un peu se renseigner sur les tarifs ou faire des devis ou voir un peu comment ça fonctionne, comment on peut vous contacter? Alors, on a un site en ligne qui est 3pl.fr. Donc, je le mettrai dans la description de la vidéo. Ouais, il y a un formulaire, etc. Et donc là, on peut nous contacter sans difficulté par cet intermédiaire-là. Et puis, on fera, on va en parler, Romain, mais on va faire une offre promotionnelle pour les gens qui font partie de ta communauté, qui voient la vidéo. Donc, je vais t'envoyer quelque chose pour leur faire un coup sympa pour ceux les premiers qui… Bon, cool, merci pour eux. Je mettrai tout dans la description, vous irez voir. J'expliquerai tout. On va en discuter avec Nicolas, mais au moins, si vous y allez, en passant en disant que vous venez de la part de Romain ou quoi que ce soit, derrière, vous aurez peut-être un petit bonus d'arrivée. Donc, c'est toujours ça de prix. Et puis, c'est gentil en tout cas de faire le geste pour la communauté. Voilà, on va réfléchir, mais j'envoie des choses avec des frais de stockage très intéressant Ok, ça c'est cool. Ça marche. Écoute, je mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Écoute, on a fait pas mal le tour. C'était hyper intéressant. Donc, merci d'avoir pris quelques minutes pour évoquer tout ça. Et puis, écoute, merci. Passe une bonne fin de journée. Et puis, à très vite. À très bientôt. Bye. Salut, ciao. Ciao. Voilà, comme tu l'as vu, avoir un 3PL, ça peut véritablement changer ton état d'esprit autour du business sur Amazon, mais également en dehors. Si jamais tu veux contacter Nicolas, tu as toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et comme petit cadeau de bienvenue, il t'offre 1 mois de stockage de tes produits offerts, donc si tu décides de passer avec Doc Avenue. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire quels sont les autres sujets que tu aimerais évoquer sous ces formats de talk. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!